très content d'accueillir Nabil Zanoun, qui est anesthésiste réanimateur à Quincy et qui va vous parler des nouveaux blocs, entre guillemets, qui sont l'IPAC, le PENG et l'ESP en anesthésie et de pourquoi a-t-on encore des nouveaux blocs, pourquoi a-t-on encore besoin de nouveaux blocs et vous faire quelques rappels basiques sur ces techniques. Merci Franck. Bonjour tout le monde. Je suis ravi de voir qu'en effet, l'ALR, ça continue de passionner pas mal de monde, parce que moi, c'est mon cas, donc je suis content de voir que c'est partagé. Donc, en effet, on va parler de ces nouveaux blocs, l'IPAC, le PENG, le SP. On verra dans le détail ce que c'est exactement. Mais la première question qu'on va se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on est arrivé à ces nouveaux blocs ? En ALR, ça fait déjà maintenant pas mal d'années qu'on sait que c'est extrêmement efficace sur la douleur et on a des techniques qui marchent extrêmement bien, avec des blocs qu'on connaît déjà simples. D'accord. Le bloc fémoral, le bloc sciatique, le bloc axillaire, le bloc interscénique, c'est des blocs qui sont extrêmement efficaces. Ils sont extrêmement efficaces, mais ils ont aussi certains défauts. D'accord. Et donc en fait, on essaie de réfléchir à quelle est la meilleure technique d'anesthésie loco-régionale qu'on peut proposer à nos patients. La meilleure technique d'anesthésie loco-régionale qu'on puisse proposer à un patient, c'est premièrement une technique efficace, ça c'est certain, mais il faut aussi qu'elle réunisse d'autres critères. Et ces critères-là, c'est que premièrement, il faut qu'elle soit simple à réaliser. D'accord. Parce que si elle est difficile à réaliser, elle va être réalisée par peu de médecins anesthésistes, et dans ces cas-là, on passe à côté de pas mal de patients. Donc il faut qu'elle soit simple à réaliser, qu'elle soit efficace, on l'a déjà dit, et il faut aussi que ce soit une technique qui soit sûre. Quand on dit sûre, ça veut dire qu'il faut qu'on ait le moins de complications possible avec ces techniques-là. D'accord. Donc simple, sûr et efficace. Et si déjà on a réuni 3 de ces critères, on a déjà fait un grand pas dans la technique. Mais ensuite, une fois qu'on est arrivé à ça, il y a encore une dernière donnée, et une donnée qui est un petit peu plus moderne, parce que sur les techniques d'ALR qui sont extrêmement efficaces et qu'on connaît bien, eh ben en fait, une des limites, c'est le bloc moteur. Le bloc moteur, vous en avez déjà beaucoup entendu parler. Le bloc moteur, c'est vraiment un frein majeur à un concept qui est de plus en plus moderne, qui est la réhabilitation accélérée après chirurgie. De plus en plus, on a compris qu'il fallait que nos malades ils marchent, qu'ils se lèvent, qu'ils bougent. Et en fait, ça, c'était une donnée qui n'était pas encore très très répandue il y a tout juste 10-15 ans. Je ne suis pas très vieux, et pourtant je l'ai vu ce virage. C'est-à-dire que quand j'ai commencé mon internat, eh ben, en fait, je voyais encore des patients à qui on disait il ne faut pas trop vous lever parce que quand même vous avez subi une chirurgie difficile, etc. Et donc en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai vu. Et en fait, au fur et à mesure des années, j'ai vu des médecins, d'accord, des jeunes médecins, ou même parfois plus anciens, commencer à dire non, mais là, il faut se lever, monsieur. Alors que c'était un concept qui était déjà nouveau pour les médecins, mais c'est aussi quelque chose qui était nouveau pour les patients. On avait au départ le sentiment, en tout cas les patients avaient le sentiment qu'on voulait les foutre à la porte. Que si on voulait les lever, qu'on voulait les faire rentrer plus vite, c'était parce que simplement on avait besoin de libérer les lits, etc. Et en fait, il a fallu leur faire comprendre que c'était aussi pour eux qu'on faisait ça. D'accord. Donc, une technique sûre, une technique simple, une technique efficace et également une technique qui permet de bouger. D'accord. Et c'est ces techniques-là qu'on va un petit peu discuter. Et on va s'intéresser d'abord au genou. Le genou, en fait, je suis toujours obligé de commencer par ça, c'est par de l'anatomie. Et bien en fait, on s'est intéressé beaucoup à l'innervation antérieure du genou. D'accord. Et en fait, assez peu à l'innervation postérieure. Pourquoi l'innervation postérieure, on s'y est peu intéressé? Parce que jusque-là, c'était dominé par le bloc sciatique. D'accord. Le bloc sciatique, son problème, c'est que c'est très efficace pour la partie postérieure du genou, mais malheureusement, avec un bloc sciatique, c'est impossible de marcher. Impossible. Donc, eh ben en fait, on a complètement laissé tomber la face postérieure du genou et on s'est dit, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on oublie, et donc on va se concentrer sur la face antérieure. Donc c'était efficace, on avait des patients qui avaient un bloc fémoral, voire même un caté fémoral, donc il y avait une douleur qui était soulagée, mais ce n'était pas complètement efficace, parce qu'il y avait toujours une persistance de douleur, et notamment sur la partie postérieure du genou. Et donc en fait, quand on s'intéresse à la partie postérieure du genou, et qu'on reprend les planches d'anatomie, on découvre une zone, là, d'accord, sur la face postérieure, avec plein de petits rameaux. D'accord. Il y a tout un cordon, d'accord, de plein de petits nerfs dans cette zone-là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en plus qu'il y a des petits nerfs sur la face postérieure, d'accord, où vous voyez la flèche, et qui vont en plus donner des branches sur la partie antérieure. C'est-à-dire que quand on s'intéresse à la partie postérieure, on voit qu'on a également des nerfs qui vont donner une innervation antérieure. Et donc en fait, il y a un médecin anesthésiste qui s'est dit, peut-être que si j'allais injecter du produit à cet endroit-là, eh ben, je pourrais être efficace sur la partie postérieure et voire même encore améliorer la douleur sur la partie antérieure du genou.
D'accord? Ces nerfs, c'est les fameux nerfs géniculaires, d'accord, ou les nerfs articulaires du genou. L'intérêt, c'est qu'ils sont extrêmement distaux. D'accord? Et quand ils sont extrêmement distaux, toutes les branches motrices, elles sont déjà parties, et à cet endroit-là, on a uniquement des branches sensitives. Comme on a uniquement des branches sensitives, ça va être très efficace sur la douleur, et ça va nous éviter le fameux bloc moteur. Un papier qui a vraiment révolutionné la prise en charge, je pense, des genoux. D'accord? Une technique, donc le fameux IPAC, IPAC pour interpoplitéal. Pardon, c'est pour interspace, interpoplitéal space. Hop, j'ai un bug. C'est between the articular and the capsule of the knee. En fait, c'est l'espace entre l'artère et la capsule du genou. D'accord? C'est pour ça que c'est ce que ça veut dire IPAC. Retenez simplement IPAC, c'est ça qui est le plus important pour vous, parce que de toute façon, on le reverra sur l'anatomie. Et donc, en fait, l'intérêt de cette technique-là, donc, c'est d'aller bloquer, justement, comme je vous le disais, ces capsules artérielles. Et on voit que c'est extrêmement efficace. D'accord? Cette publication, elle montrait qu'en fait, avec un bloc fémoral plus un IPAC, on était largement plus efficace qu'avec juste un bloc fémoral. Je passe rapidement là-dessus, c'est surtout pour vous montrer la technique. En fait, ça marche toujours comme ça en ALR. On découvre une technique, on teste, et en fait, qu'est-ce qu'on fait? On prend des cadavres et on injecte du bleu de méthylène et on voit comment ça diffuse sur les cadavres. D'accord? Et en fait, on voit la diffusion du produit d'anesthésie et on voit sur quel nerf ça va diffuser. Ça nous permet aussi d'évaluer quel volume en fait, on va pouvoir injecter. D'accord? Et en fait, on voit qu'en injectant 20 ml de produit d'anesthésie dans cette zone-là, on a une diffusion sur tous ces petits nerfs, d'accord, autour de la capsule articulaire. Comment ça se passe? Pour rappel, c'est des vidéos que vous pourrez trouver sur notre chaîne YouTube. Je vous en dirai quelques mots derrière. Donc, comment ça se passe? Donc, on place une sonde convexe sur la partie postérieure du genou, le patient installé sur le côté, d'accord, et sur le côté opéré. Je montre là avec le petit pointeur, je ne sais pas si vous voyez, au départ, il y avait l'artère poplitée, et juste au-dessus, on voyait le nerf sciatique, en fait, qui est plutôt le nerf tibial, parce qu'on est déjà très bas. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, notamment pour ceux qui sont au fond, vous inquiétez pas, les vidéos seront tout à fait disponibles sur le site. D'accord? Donc là, je fais un petit peu de balayage, c'est un bloc que j'ai fait en début de semaine. D'accord? Donc là, je montre avec les deux pointeurs, on a les deux condyles fémoraux. D'accord? Les deux condyles fémoraux, quand je remonte un petit peu plus haut, et ben en fait, on a le méplat, qui est en fait le fémur. D'accord? C'est la partie entre les deux condyles et la métaphyse fémorale. On va faire un abord, on va faire donc un abord du côté médial. Pourquoi on va passer du côté médial? Parce qu'en fait, du côté latéral, le risque, c'est justement de léser le nerf tibial ou nerf sciatique selon l'endroit où on se trouve. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'on va éviter de passer du côté latéral. Donc un abord du coup médial dans le plan avec donc une sonde convexe et on va injecter du produit d'anesthésie juste au-dessus du nerf. D'accord? Donc on voit l'aiguille qui arrive sur la droite et hop, un petit peu de liquide qui diffuse. Vous pouvez distinguer qu'il y a une zone qui est très noire au milieu de l'écran. Cette zone qui est très noire, en fait, elle est liée aux artefacts liés à l'artère. D'accord? Donc vous avez l'artère que vous voyez très bien qui bat en plein milieu et en dessous vous avez un cône d'ombre et donc c'est pour ça qu'on ne voit pas très bien cette zone-là et notamment l'aiguille quand elle dépasse. D'accord? Vous injectez 20 ml à ce niveau-là et avec ça, vous serez parfaitement efficace. C'est un bloc qui est extrêmement facile à réaliser. D'accord? La seule difficulté, selon moi, c'est de s'habituer à piquer avec une sonde convexe. D'accord? La sonde convexe, c'est une sonde qui est basse fréquence, étant donné que c'est un bloc un peu plus profond, on a besoin d'avoir des basses fréquences, un champ un petit peu plus large, et donc il faut s'habituer à faire ça. D'accord? Donc on a injecté du produit sur la partie médiale, et on va en injecter également sur la partie latérale. Et avec ça, on a un patient qui est extrêmement bien soulagé sur toute la partie postérieure. Donc ça, c'était pour le genou. Maintenant, on va s'intéresser à la hanche. La hanche, même problème, notamment sur les chirurgies de prothèses de hanche, personnes âgées, également dans la fracture du col, ce qu'on veut, d'accord, c'est que les patients ils se verticalisent, qu'ils se mobilisent le plus vite possible. Le bloc fémoral, malheureusement, il ne permet pas une mobilisation aussi rapide. D'accord? On sait qu'il y a des équipes qui font marcher les patients avec des blocs fémoraux, à condition d'avoir une attelle, mais on va essayer encore de la même manière d'aller chercher quelque chose de plus distal. D'accord?
pareil, toujours le même principe, on repart de principe d'anatomie. Face antérieure, on a du fémoral, de l'obturateur, une partie de sciatique sur le trochanter. Hop. Et de l'autre côté, en face postérieure, pareil de l'obturateur, du sciatique et du fémoral. Sans qu'on l'explique vraiment, à cet endroit-là, le nerf sciatique, en fait, il a une innervation qui est claire, on la voit bien, et pourtant, cliniquement, il y a assez peu de relevance. C'est-à-dire que même quand vous ne bloquez pas le sciatique sur une hanche, eh ben, en fait, ça se remarque assez peu. D'accord? Donc, en fait, on va surtout s'intéresser aux branches du fémoral et aux branches de l'obturateur. Et ben, en fait, on est allé chercher exactement de la même manière des branches articulaires de ce nerf fémoral. Le nerf fémoral, vous le voyez représenté avec les deux flèches blanches là. Pareil, c'est du cadavre. Et en fait, on voit des branches articulaires qui sont issues du nerf fémoral, qui sont là en fait représentées avec des petits pointillés verts, d'accord. Et ces branches articulaires du nerf fémoral, elles naissent très très haut, d'accord. Et donc en fait, on s'est posé la question comment aller justement chercher ces branches là, d'accord. Sur le PENG, pareil, on a injecté sur cadavre un volume de 10 ml et de 20 ml pour évaluer la diffusion du produit. Comme je vous disais, c'est toujours le même principe. On réfléchit à la technique, on la teste et en fait, on détermine le volume suffisant en injectant sur des cadavres. Et en fait, sur cette zone-là, on voit qu'il y a en fait des branches qui sont donc issues du nerf fémoral, mais on a également des branches qui sont issues du nerf obturateur. Et ces branches qui sont issues du nerf obturateur, je ne sais pas si vous voyez ici, je vous montrerai très rapidement, elles vont passer ici, juste au-dessus d'un os, d'accord, à cet endroit-là. Okay. Donc dans cette zone-là, on va avoir des branches articulaires du fémoral et également des branches articulaires du nerf obturateur. Je passe très rapidement, il y a également des branches du nerf obturateur qui vont passer sous l'os que vous n'aurez pas en effectuant le PENG. C'est pour ça que juste un PENG ne sera pas efficace et qu'il faudra y associer un bloc du nerf obturateur par voie sous-pectinale. Je passe rapidement. On a une émission complète qu'on avait fait sur cette thématique-là que je vous invite à aller voir. Comment ça se passe pour faire un PENG? Donc, le PENG, c'est le Pericapsular Nerve Group. En fait, ça n'a pas vraiment d'intérêt d'appeler ça PENG. C'est pas parce que c'est un nom très intelligent, c'est simplement que la technique, elle a été découverte par une équipe dont le docteur s'appelle le docteur Peng. Donc, il a trouvé un nom avec un acronyme en se disant que je vais trouver quelque chose qui marche bien, mais en fait, c'est juste parce que c'est docteur Peng, donc c'est pour ça. Du coup, pareil, on va récupérer la sonde convexe et les reliefs, cette fois, ils vont être osseux. Les reliefs, ils vont être osseux et en fait, on observe que quand on pose la sonde sur le ligament inguinal, en inclinant un petit peu la sonde, on va repérer un relief osseux qui est à droite l'épine iliaque antéro-supérieure et là, à gauche, en médial, l'éminence iliopubienne. Juste au-dessus, vous avez l'artère fémorale. Tout à gauche, c'est ce que vous avez marqué PE, c'est le muscle pectiné. D'accord. Et c'est dans cette zone-là, juste au-dessus de ces reliefs osseux, qu'on va voir un petit ligament, d'accord, en fait un tendon que vous voyez représenté par une étoile, qui est le tendon du muscle iliopsoas. Et en fait, en dessous de ce tendon du muscle iliopsoas et au-dessus de ces reliefs osseux, eh ben c'est là que vont cheminer ces branches articulaires. Donc si vous injectez dans cette zone-là, vous avez les branches articulaires du nerf fémoral et les branches articulaires du nerf obturateur. Pareil, la réalisation, donc comme vous voyez, on pose la sonde sur le plique flexion, on repère l'artère fémorale, la veine fémorale ainsi que le nerf fémoral. Et on incline un peu la sonde, d'accord? On incline un petit peu la sonde pour aller rechercher des reliefs osseux, d'accord? On incline un peu la sonde, on a ces fameux reliefs osseux, on voit un petit peu moins bien sur ce film-là, si on avait un patient qui n'était pas non plus extrêmement écogène. Et donc, on va aller injecter du produit d'anesthésie juste au-dessus de ce tendon que vous voyez. Et en fait, là, en violet sur le film, c'est le produit d'anesthésie qui commence à diffuser. Là, le produit d'anesthésie, la diffusion, elle n'est pas optimale parce que nous, ce qu'on recherche, c'est une diffusion qui est plutôt médiale. D'accord. Vous avez la partie médiale sur la droite, la partie latérale sur la gauche, et en fait, on recherche une diffusion un petit peu plus médiale. Donc, dans ce cas-là, on va repositionner l'aiguille, d'accord, pour encore s'approcher un petit peu plus de la partie médiale, comme on le voit représenté ici. Et on injecte dans cette zone-là, et en fait, ce qu'on veut voir, c'est une ascension du tendon de l'iliopsoas. Parfois, on a une résistance à l'injection, soit parce qu'on est allé un peu trop loin et qu'on a le relief osseux,
ou soit au contraire parce qu'en fait on n'est pas assez loin et qu'on a justement ce tendon qui nous bloque et on a du mal à injecter. Et il ne faut pas hésiter à continuer d'avancer justement pour avoir cette petite ascension-là qu'on voit sur le film. 20 ml de produit à ce niveau-là et en fait une plutôt bonne efficacité. Je vous dis pas je vous dis pas que cette efficacité elle est optimale ou autre parce que j'ai pas de données pour vous dire ça. C'est un bloc qui est assez récent. Sa première description, elle a tout juste 1 an. D'accord. Donc on n'a pas encore de data là-dessus. C'est pour le moment de l'avis d'experts, c'est plutôt de l'expérience clinique de chacun. D'accord. Donc c'est une technique qui semble vraiment extrêmement efficace et en tout cas que je vous invite à essayer. Maintenant, si on s'est intéressé au genou, on s'est intéressé à la hanche, maintenant on peut s'intéresser à une autre partie qui est la paroi thoracique. Pour ce qui est de la paroi thoracique, en fait, il y a un bloc qui est très très éprouvé, qui est extrêmement efficace. Jusque-là, c'est le bloc paravertébral. Le bloc paravertébral, il n'y a aucun doute, on sait que c'est extrêmement efficace. C'est extrêmement efficace dans la chirurgie du sein, c'est extrêmement efficace dans la chirurgie thoracique, c'est extrêmement efficace dans les traumas, les fractures de côte, les pneumothorax douloureux, etc. D'accord. Donc dans toutes ces indications-là, le bloc paravertébral il est extrêmement efficace. Il est extrêmement efficace et ça reste de loin le gold standard. D'accord. Donc je ne vous dis pas que cette technique-là, elle va remplacer le bloc paravertébral. Je dis simplement que le bloc paravertébral, il est parfois difficile à réaliser. D'accord. Il est difficile à réaliser et en plus de ça, il est un petit peu plus risqué parce qu'en fait, quand on réalise un bloc paravertébral, on est assez proche de la plèvre. Et donc chez quelqu'un qui débute en ALR, ça peut être assez effrayant d'aller se titiller dans cette zone-là qui parfois chez les patients en plus est assez difficile à repérer. Et donc c'est pour ça qu'on réfléchit à une autre technique qui peut-être va être un tout petit peu moins efficace ou en tout cas peut-être pas plus efficace, mais on va chercher, comme je vous le disais tout à l'heure, quelque chose de plus simple et de plus sûr à réaliser. Et c'est là qu'on a eu en fait un bloc qui a été montré, qui est le bloc des muscles érecteurs du rachis. Donc quand je vous remontre l'espace, donc on a l'apophyse, la vertèbre représentée en plein milieu, et je vous ai représenté, vous avez représenté sur ce schéma l'espace paravertébral que le petit triangle bleu qu'on voit représenter. En fait, cet espace paravertébral, d'accord, il est délimité donc par le ligament costo-transverse, l'apophyse transverse et le poumon vers l'arrière, et donc la ligne pleurale. Donc on voit qu'on est extrêmement proche de la plèvre. Et en fait, si on remonte un petit peu plus en superficie, d'accord, on voit des muscles. Le muscle trapèze, le muscle rhomboïde et juste en dessous le muscle érecteur spinae. Le muscle érecteur spinae ou muscle érecteur du rachis. Et en fait, dans cet espace-là, ESP, en fait, on voit qu'on a des nerfs, d'accord, qui sont issus justement de cet espace paratébral. On a un rameau ventral, un rameau dorsal qui sont tous les deux issus de la moelle épinière. D'accord. Et quand on injecte dans cet espace, le rameau ventral, il va parfaitement être bloqué. D'accord. Là, reste un problème, c'est qu'il va y avoir encore des nerfs qui ne sont pas pris, c'est le rameau dorsal. Sauf qu'en l'occurrence, ce dont on s'est rendu compte, c'est quand on injecte à ce niveau-là, en fait, il y a une petite porosité. Et qu'en fait, en injectant des gros volumes, en fait, on semblait y avoir une petite diffusion vers le rameau dorsal. D'accord. Je vous montre juste cette image pour vous montrer que les muscles érecteurs du rachis, ils font toute la paroi. D'accord. Donc, ils peuvent aussi être intéressants, aussi bien à l'étage thoracique qu'à l'étage abdominal. D'accord. Donc, ça s'utilise aussi bien pour de la paroi thoracique, aussi bien que pour de la chirurgie abdominale. D'accord. Donc, pareil, je vous montre la réalisation donc la sonoanatomie en tout cas d'un bloc d'érecteur du rachis. Une sonde positionnée de manière de manière transversale, l'épineuse qu'on a repérée à gauche, l'apophyse transverse qu'on a repérée sur la droite, et là, hop, juste au-dessus, ce qu'on vous montre là, qui est le muscle érecteur du rachis. D'accord. Si on tourne la sonde pour se mettre en position parasagittale, d'accord, on va repérer, hop, soit des côtes, soit un espace soit des côtes, soit des apophyses transverses, et ça va dépendre de l'endroit où on se positionne. Là, vous avez une image qui est un peu plus ronde, qui correspond à une côte, quelque chose qui devient plus carré, plus large, et là qui correspond à une apophyse transverse. D'accord. Et en fait, on a une apophyse transverse, et quand on se décale plus carré, d'accord, et quand on se décale un tout petit peu, hop, on arrive vers une côte. Bien distinguer la zone avec une côte, une apophyse transverse. D'accord. Et donc, dans cette zone-là, va se trouver juste au-dessus le muscle érecteur du rachis.
Comment se fait la ponction? Deux possibilités, comme je vous le disais, soit avec une sonde positionnée de manière transversale, un abord dans le plan, d'accord? Donc le processus épineux, là, du côté médial, et du côté latéral, le processus transverse, avec une aiguille qu'on va positionner à cet endroit-là. À cet endroit-là, vous voyez, on est extrêmement loin de la plèvre. D'accord? Rien à voir avec un bloc paravertébral. Donc c'est une technique qui est beaucoup, beaucoup plus sûre, notamment chez quelqu'un qui débute. D'accord? La deuxième possibilité, c'est de le faire par voie avec une sonde positionnée en parasagittale. On voit les processus transverses qu'on repère. D'accord? La ligne pleurale, qui est représentée beaucoup plus bas, d'accord, et l'aiguille avec une injection sous le muscle érecteur du rachis. Et pareil, on voit qu'il y en a encore 1 cm à 1,5 cm de la plèvre. D'accord? Si on réalisait un bloc paravertébral, on serait vraiment, vraiment juste au-dessus de la plèvre, alors que là, on est vraiment à distance. D'accord? Donc, est-ce que c'est efficace? Oui. Est-ce que c'est aussi efficace qu'un bloc paravertébral? Probablement pas, moi je dirais. D'accord? En tout cas, on n'a pas de données pour le dire. Est-ce que ça va remplacer le bloc paravertébral? Probablement pas. D'accord? Mais dans l'alternative d'un bloc paravertébral, est-ce que je peux réaliser cette technique-là si j'ai du mal à visualiser? Si je ne me sens pas d'y aller? Est-ce que je peux faire un bloc des érecteurs du rachis? Pourquoi pas? Ça peut être une bonne alternative. Toutes les vidéos que je vous ai montrées, ou en tout cas d'autres informations sur les LR, donc j'en profite pour faire un peu de publicité, elles sont disponibles sur notre chaîne YouTube, qui est la chaîne YouTube Quincy Anesthésie, donc où on réalise des films et également des émissions. En fait, il y a des diaporamas avec en fait des topos d'anatomie, des topos de réalisation des blocs, et avec donc des live démonstrations et la réalisation des blocs. Donc n'hésitez pas à aller voir nos vidéos, sachant que on a une émission qui est donc réalisée en direct, qu'on fait 3 à 4 fois par an. Et la prochaine émission, c'est jeudi prochain à 17 h, et que ça concernera la chirurgie vasculaire. Donc ce sera principalement la chirurgie de la carotide et la chirurgie du Scarpa, et donc les alternatives en ALR dans ces deux chirurgies-là. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas très bien. Oui. Avant toute chose, je suis désolé parce que c'était extrêmement dense, d'accord? Je sais que peut-être parmi vous, il y a des gens qui sont encore un peu novices en ALR et qui avaient beaucoup, beaucoup d'informations d'un coup. Donc n'hésitez pas à poser des questions à tout moment, ou à aller revoir les vidéos dont je vous parle. Oui. Alors bonjour, merci pour la présentation. Donc en fait, moi la question est très simple, c'est qu'est-ce que vous faites comme bloc en pratique sur les chirurgies de la hanche? Est-ce que vous avez constaté une différence? Parce que donc il y a le pain, il y a le bif, certains font le fémoral. Donc c'est juste pour savoir vous concrètement ce que vous faites et si vous avez l'impression d'avoir constaté des différences en termes d'analgésie. Alors, pour ce qui est de la chirurgie de la hanche, on a fait en effet pas mal de choses. On a fait, donc à l'époque, c'était du bloc fémoral, d'accord? C'était il y a vraiment pas mal d'années. Ensuite, on est revenu du bloc fémoral, on a fait ce que faisaient beaucoup d'équipes, c'est-à-dire de l'infiltration chirurgicale, d'accord? Parce que le chirurgien, notamment, parce qu'on avait un chirurgien qui était très actif sur la réhabilitation accélérée après chirurgie, et le fait d'avoir des blocs fémoraux, ça le gênait. Donc lui, on a commencé à faire de l'infiltration. Sauf que quand on faisait de l'infiltration chirurgicale, on avait l'impression que les patients, c'était extrêmement variable. Parce qu'il y a des chirurgiens qui font extrêmement bien leur infiltration, ça va être très efficace. Et il y a des chirurgiens chez qui l'infiltration n'est pas optimale. Et donc les patients, quand on les voit derrière, on n'est pas très satisfait. Donc certes, ils marchent, mais bon, ils ont quand même un petit peu mal, quoi. Et donc en fait, une fois que ce papier-là est sorti en 2018, le Peng Block, là, on s'est dit, franchement, il faut qu'on essaye, quoi. Donc on s'est mis à essayer le Peng Block, et en fait on a eu des très très bonnes surprises. Enfin, ça nous semblait en fait assez efficace, mais c'était assez aléatoire. C'est-à-dire qu'il y avait des patients chez qui ça marchait très bien, et il y a des patients chez qui on avait l'impression qu'ils n'étaient pas très très bien soulagés. Et en fait, en allant travailler le sujet, du coup on s'est dit faut reprendre les planches d'anatomie. C'est toujours le même raisonnement. On reprend les planches d'anatomie, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et en fait c'est là qu'on a compris qu'il y avait les branches du nerf obturateur qui n'étaient pas bloquées quand on faisait le Peng Block. C'est-à-dire que certes, les branches accessoires du nerf obturateur que je montrais, qui passaient au-dessus du nerf, au-dessus de l'os, pardon, celles-là, elles étaient bloquées. Mais en fait, on a découvert qu'il y avait des branches qui passaient en dessous, et celles-là, on ne les avait pas. Et donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un Peng Block
associé à un bloc du nerf obturateur par voie sous-pectinéale, d'accord, dont je ne vous ai pas parlé ici parce que je savais que sinon ça allait faire beaucoup de choses, d'accord. Je vous invite à aller voir ça. Donc c'est en plus, hein, donc c'est pas très compliqué à réaliser non plus, d'accord. Tu mets la sonde là sur le niveau du pli inguinal, d'accord. Tu repères en médial, tu vas repérer tes muscles adducteurs et en remontant, tu as le muscle pectiné que tu vas les bloquer. C'est très bien expliqué, tu verras, il y a des super explications que je t'invite à aller voir. Est-ce qu'il y a des autres questions? Moi, j'avais une question pour toi sur les blocs, l'ESP, sur Oui. les recteurs. Il y a des nouveaux papiers qui sont en train de sortir. Alors, pour l'instant, ce n'est pas très satisfaisant sur l'intérêt de faire un ESP sur les chirurgies urologiques hautes, c'est type les lombotomies. Est-ce que toi, tu as un peu d'expérience là-dessus ou pas? Alors, très honnêtement, non, assez peu. Parce qu'en fait, si j'ai assez peu d'expérience sur l'ESP, en réalité, c'est parce qu'on a trouvé un nouveau truc qui est le quadratus lumborum, et en fait, qui nous a vraiment bluffé. Donc pareil, donc le QL block qui vraiment, nous a complètement bluffé. Et maintenant, toutes les chirurgies abdominales ont fait des QL, et vraiment, les patients sont transformés. Donc on a laissé tomber la seule chose sur laquelle on le fait au niveau abdominal, c'est sur la chirurgie orthopédique, et c'est pour les rachis. D'accord. Donc sur la chirurgie du rachis, là on fait des ESP lombaires, donc des érecteurs spinae au niveau lombaire, et là on a plutôt des bons résultats. D'accord. Bah, c'est bon alors. Merci beaucoup. Merci.